Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Francis, tantôt, j'ai discuté avec le directeur du planétarium, Olivier Hernandez, plutôt à l'épisode, pour parler de ces astronautes qui sont comme coincés plus longtemps que prévu dans l'espace. Mais il y a une dimension politique et économique à tout ça. Le problème, c'est que c'est censé être Boeing qui envoie et ramène les astronautes. Puis là, ben surprise, surprise, Boeing, un pépin technique, mais quel drôle de mariage. Drôle de mariage, puis il faut dire que tout ça remonte là, à plus d'une dizaine d'années. Alex, là, la NASA avait octroyé 2 mandats, un à Boeing pour son programme Starliner et un à SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, pour son programme Dragon, le Dragon Crew, Dragon Cargo. Jusqu'ici, il faut dire que Boeing, un peu à l'image du reste de ses activités là, depuis quelques années, semble clairement incapable de livrer la marchandise du point de vue technique, du point de vue de l'ingénierie. Donc, effectivement, là, il y a 2 astronautes là, qui ont été envoyés sur une capsule Starliner vers la Station spatiale internationale et ils sont pris là-bas. La capsule a des problèmes de thrusters, là, des petits jets là, qui ajustent justement la trajectoire de la navette et aurait des pertes d'hélium. Donc, il est pratiquement impensable de renvoyer les astronautes dans cette capsule-là. Starliner, jusqu'ici, a fait 2 vols. Et une première fois, ça a été complètement annulé. Ils n'ont pas réussi à atteindre l'orbite. La deuxième fois, ça a fonctionné. Et là, c'est en fait le troisième ou le deuxième vol là, qui se rend dans l'espace. Et clairement, le produit, on va dire, là, ne fonctionne pas. En tout et partout, Boeing a reçu 4,1 milliards de dollars pour ça. Ouais. Ça fait cher. Ça fait cher du vol, j'aurais envie de te dire. Ce qui est quand même étonnant, c'est que ça, c'est l'argent qu'ils sont reçus de la NASA, Alex, mais selon les comptes de Boeing, ça leur en aurait coûté 6,7 milliards à date. Donc, non seulement ça fonctionne pas du tout, mais en plus, ils perdent énormément d'argent sur le programme. Et donc là, le comble un peu de l'humiliation, c'est qu'ils se sont retournés vers SpaceX pour demander de venir essentiellement sauver la mise. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est que là, le prochain Dragon Crew, là, le prochain voyage de SpaceX, enverrait 2 astronautes additionnels plutôt que les 4 là, qui sont prévus dans un vol habituel. Et en fait, les 2 astronautes qui sont, entre guillemets, pris, eux, deviendraient membres de la mission permanente de la Station spatiale internationale, ce qui n'était pas du tout prévu initialement. Non, et ils seraient rapatriés tous les 4 en février 2025. Fait que t'imagines, tu dis à madame, là, je pars 8 jours et tu reviens en février prochain, ça change les plans quand même. Ouais. Donc voilà, mais tout ça, donc ce qui est étonnant, évidemment, c'est que SpaceX, contrairement à Boeing, a reçu 3,1 milliards de dollars, ce qui est un gros milliard de moins, ce qui est quand même pas rien. Et apparemment, eux, ils ont fait 13 vols avec des passagers et ils font de l'argent. Fait que c'est quand même là, vraiment le jour et la nuit entre ces 2 entreprises-là actuellement. Drôlement, on casse beaucoup de sucre sur le dos d'Elon Musk, mais il faut quand même dire que en termes de bâtir des entreprises qui marchent, il pourrait donner quelques petites leçons à des Boeing, par exemple. Ouais. Ah ben ça, c'est sûr. Je veux dire, il faut différencier l'homme d'affaires de l'homme politique. Si on peut dire ça comme ça, puis ses convictions, puis sa désinformation, puis tout ce qui peut répandre un peu partout autour de lui. C'est quand même 2 choses, là, entre autres. Mais faut pas s'inquiéter quand même, Francis. J'ai posé la question à M. Hernandez, pour ceux qui veulent aller réécouter cette entrevue. Ça valait la peine. Il nous expliquer, entre autres, comment on va ravitailler ces gens-là, comment on passe d'une valise pour 8 jours à une valise pour 8 mois quand on va dans l'espace, puis surtout, comment on peut se divertir, s'entraîner, puis faire toutes ces choses-là, parce que ça fait partie de ce selon quoi les astronautes vont pouvoir faire. À ne pas s'inquiéter, dans les capsules de ravitaillement, on peut se demander de l'attirail personnel, peut-être un petit livre ou 2 pour passer le temps, là, une petite cassette d'une grenade avec ça, là, ça peut être pas pire dans l'espace là, pour se divertir. Sinon, Francis, une bonne nouvelle dans le milieu du logement, dans le milieu de l'habitation. S'il vous plaît, fais-moi plaisir. Bonne nouvelle. Grosso modo... C'est pas une mauvaise, OK? C'est une bonne nouvelle dans ce temps-là. Ce n'est pas une mauvaise. Donc, le prix des logements, donc à travers l'ensemble du Canada, a augmenté
d'un faible taux, et là tu vas sursauter, mais de 5,9%, ce qui est quand même une pas pire augmentation. Oui. Par contre, et deuxième nouvelle un peu mitigée, je te dirais, Montréal reste une ville parmi les plus chères au Canada. C'est sûr qu'on est, oui, derrière le Toronto et Vancouver, mais ça a beaucoup augmenté. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que même si on est dans le sommet du palmarès, l'augmentation à Montréal est beaucoup moindre que dans le reste du pays. On parle là, pour un logement là, d'une chambre, là, d'un loyer un petit peu inférieur à 1800 $ par mois, et ça n'a augmenté à peine. Ça a presque stagné, là, 0,2% par rapport à l'année dernière. Par exemple, pour les 2 chambres, là, une augmentation moyenne de 3,3%. On frise le 3000 $ par mois là, de prix de loyer. Encore une fois, bonne nouvelle, c'est que ça n'augmente presque plus. Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est temporaire? Difficile à dire. Mais c'est aussi, évidemment, là, dans une perspective où les salaires, eux, ont augmenté là, de à peu près 5% l'année dernière. On s'attend à 4% cette année. De voir là, cette stabilité ou presque stabilité des prix, ça peut donner l'impression aux ménages d'avoir un petit peu plus de pouvoir d'achat. Et donc là, encore une fois, est-ce que c'est un glitch dans la matrice ou est-ce que c'est vraiment une tendance de long terme? Je ne sais pas, Alex. Là, je peux pas te répondre avant d'avoir eu des données plus actualisées là, au fur et à mesure que les mois passent. J'ai-tu rêvé, ou dans les statistiques, notre collègue Jean-François nous a affiché à l'écran, attends, loyer moyen pour un appartement d'une chambre à Vancouver, c'est 2761 $ par mois. C'est pas vrai? Ben oui, là, c'est la ville, je pense, la plus chère au pays. Là, fait que, mais comment tu fais pour vivre? Là, je m'excuse, je suis un lapsus, hein? Mais toi, en plus, t'es notre économiste français, mais comment tu peux vivre avec... T'es dans un appart, une chambre, là, c'est pas gros. Comment t'es supposé vivre si tu mets 2761 tomates par mois dans ton loyer, sans compter le reste? Après impôt, là, oui, bien sûr. Mais c'est débile. Plusieurs choses, Alex. Là, les salaires sont légèrement supérieurs, donc on gagne plus d'argent. 2, c'est pas pour tout le monde. Là, les gens carrément s'auto-excluent de Vancouver, là, vont habiter en périphérie ou même à l'extérieur de la ville carrément pour bénéficier de loyers moins dispendieux. Puis, j'ai toujours envie de dire, là, pour avoir quand même bien étudié la question, va à Paris, va à Londres, va ailleurs. Je veux dire, on a des grands, entre guillemets, appartements au Canada. Une chambre de Vancouver, il est 2-3 fois plus grand que une chambre de Paris. Là. Puis, les Parisiens, ça fait des années là, qu'ils payent des 1500-2000 € par mois, ce qui est l'équivalent presque un 3000 $ par mois pour souvent des tout petits appartements. Donc, on vit dans moins de pieds carrés, on s'empile un peu plus. Tu vas à Tokyo, là. Je ne dis pas que c'est nos aspirations, là. Je pense pas qu'on doit rêver d'habiter dans un garde-robe, mais je dis juste, comparativement à d'autres villes dans le monde, il y a manière là, de faire, mais effectivement, on ne souhaite pas ça collectivement. Donc, de voir déjà que c'est stable dans le temps avec des salaires qui augmentent, c'est un petit peu encourageant, mais comme je le répète pour une millième fois, il faut construire davantage pour s'assurer que cette stabilité-là se maintienne dans le temps. Absolument. Écoute, en terminant, c'est une des nouvelles à la fois les moins surprenantes, mais les plus choquantes, je pense, qu'on peut espérer dans la politique québécoise. La SAQ, puis maudit SACLIC, là, qui a fait tellement rager le monde, qui fonctionne pas nécessairement tout le temps, qui a des problèmes, ça a l'air que ça va coûter un bon 39 millions de dollars de plus. Finalement, là, note de bas de page, ça coûte plus cher. Dépassement de coûts dans un contrat gouvernemental. Mon Dieu, mais c'est impossible, Francis? C'est pas impossible, c'est même presque dans l'ordre normal des choses, là, puis avec des montants qui dépassent presque l'entendement. Là, on comprend qu'il y a une certaine complexité à l'informatique, mais on est rendu à pas là, 600 quelques millions. C'est de l'ordre de grandeur d'un milliard de dollars pour une plateforme, honnêtement, qui a de l'air de sortir des années 90. Là, fait que moi, personnellement, Alex, comme tu sais, j'ai une compagnie, mes autos
au nom de la compagnie, je suis pas capable d'utiliser cette plateforme-là. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de plusieurs façons. Ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, tu sais, je paye comme contribuable puis j'ai pas accès. C'est un peu comme, je sais pas comment dire, là, comment ils disent à Washington, là, no taxation without representation. Là, ben, c'est ça. Ben, tu sais, comme je pense, moi et plusieurs Québécois sommes dans cette situation-là. On paye des sommes astronomiques pour une plateforme totalement dysfonctionnelle. Puis là, ben, rendu là, 40 millions de plus ou moins, Alex, honnêtement, on n'est plus à 40 millions près, hein, quand on aime, on ne compte pas. Et ce qui est le plus étonnant, là, c'est qu'il y avait un expert là, interviewé à TVA, je pense hier, là, qui disait qu'en fait, c'était probablement pas la fin. Là. Donc, on allait certainement avoir d'autres dizaines de millions à être investis dans cette plateforme-là, parce qu'évidemment, la technologie change, la cybersécurité, un paquet d'affaires, puis tout ça, la technologie qui change, la cybersécurité, ça n'apporte rien à la qualité de l'expérience client. Là. C'est comme de la nécessité. Je dis pas que c'est pas nécessaire, il faut le faire, mais ça n'améliore aucunement l'accessibilité ou la possibilité de faire des opérations sur cette plateforme-là. Donc, clairement, là, on est dans une espèce de spirale de la mort là, au niveau de la SAC. Ils font valoir là, au niveau de la Société de l'assurance automobile du Québec que ça coûterait moins cher s'ils arrivaient à attirer des gens, à embaucher des gens. Actuellement, tout ça est donné en impartition à des tiers, à des firmes externes. Mais évidemment, c'est comme une autre spirale de la mort, c'est que quand tu es la SAC actuellement, est-ce que tu penses que c'est très attractif pour des développeurs web de qualité? Ouais. Tu comprends? Moi, si j'avais des talents dans ce sens-là, c'est la dernière place où j'aurais envie d'aller travailler, c'est cette espèce de piège, là, tu sais. Fait qu'évidemment, c'est un repoussoir en plus pour les talents numériques et ça permet donc à des firmes d'empocher là, des dizaines de millions de dollars comme ça. Encore une fois, je porte pas de jugement sur la qualité du travail qui est accompli, mais clairement, on a payé beaucoup pour une petite affaire. Au-dessus d'un demi-milliard de dollars pour une plateforme web qui marche pas tout le temps. Moi, c'est fou, toute ma vie, Alex, ça fait 20 ans que j'ai des voitures. Là, j'allais à la SAC, là, j'étais bien servi. Tu sais, je me dis, mettons qu'on avait pris 612 millions de dollars puis qu'on avait construit des logements pour les itinérants ou tu sais, investi dans, je sais pas, là, former des médecins spécialistes ou des infirmières. Tu sais, c'est aussi fâchant. Tu sais, encore une fois, c'est de l'argent, c'est pas une coupe de millions, là. C'est beaucoup de millions. C'est ça le problème. En tout cas, regarde, c'est dommage, puis ça fait quoi encore? Ben, ça donne une mauvaise réputation à un service gouvernemental où des gens font de leur mieux, travaillent bien fort, mais où les résultats sont malheureusement pas là. Francis Gosselin, un gros merci. À demain.